Oui, parce que c'est toi qui as parti ça, je pense. Ouais, c'est moi. Moi, je suis André Sainte-Tante, la fenêtre en haut à gauche, le plus à gauche. OK. On voit d'ailleurs mon télescope ici, le petit point comme argenté dans la Ouais, t'as une fenêtre. bonne vue. Ouais. Mon nom est Eve Bellil, je suis associée de recherche à l'École polytechnique et je suis en génie chimique, mais je suis également passionnée d'oiseaux et d'ornithologie. Et c'est moi qui ai découvert les faucons ici sur la tour de l'Université de Montréal il y a déjà plus de 10 ans, qui a installé le nichoir et parti le projet, dans le fond, de nidification des faucons pèlerins. Donc, je les ai vus pour la première fois sur la tour. Et puis au début, je savais pas c'était quelle sorte d'oiseau. Donc j'ai observé aux jumelles, j'ai pris quelques photos. J'avais un nouvel appareil photo dans ce temps-là. Et puis en voyant les photos, j'ai zoomé et j'ai dit, mon Dieu, c'est des faucons pèlerins. Donc là, j'ai commencé à m'informer sur leur façon de se reproduire et sur justement leurs habitudes. Et puis là, j'ai vu qu'ils pouvaient se reproduire en utilisant une tour, comme les tours au centre-ville ou les tours à bureaux. Et donc je me suis dit, mon Dieu, la tour de l'université, c'est un bon endroit pour eux. En fait, avant d'avoir le système de caméra, les premières années, on les observait aux jumelles et carrément, on a passé beaucoup de temps, moi et un ami, Richard Dupuis, qui m'a aidé au début avec le projet. On a passé vraiment beaucoup de temps sur le terrain à les observer aux jumelles avec des caméras, prendre des photos. Et puis, on est allé aussi même la première année où ils ont nidifié, il n'y en avait pas de caméra, donc on voulait baguer les jeunes. Et puis, il fallait vérifier l'âge des jeunes pour savoir quand était le bon temps pour les baguer. Donc, on est allé directement au nichoir prendre une photo des jeunes. Puis, j'ai d'ailleurs une photo célèbre qui en a découlé, là. J'ai pris cette photo-là avec ma caméra à moi, directement au nid en me penchant. Et puis, la femelle Spirit, à ce moment-là, était pas très contente. Elle m'avait même frappé sur la tête. C'était aussi un peu égoïste dans le sens que je voulais les voir de proche et à tout moment. Puis, je trouvais ça beau, justement, les regarder toujours. Donc là, ça nous est venu l'idée de mettre les caméras. Et puis là, quand j'ai vu l'intérêt des autres envers ces oiseaux-là, puis quand j'ai vu à quel point tout le monde, dans le fond, aimait les regarder, c'est là que j'ai essayé de faire des efforts pour les mettre les images le plus publiques possible. Ça, c'est ma page Facebook, la page des faucons de l'Université de Montréal. Grâce à l'installation des caméras de surveillance, caméras web, bien, on peut prendre d'aussi belles photos, de très proches, même meilleures. Vous voyez, c'est ça. J'ai essayé de partager ma joie, dans le fond, d'observer ces oiseaux-là. Puis c'est devenu aussi je dirais presque une éducation aux gens, parce que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait des oiseaux de proie en ville comme ça. Les gens sur le chat aujourd'hui étaient excités, justement, parce qu'il commençait à faire un peu plus chaud, puis ils savent que ça s'en vient. Tiens, un gars, il est encore perché là. On les entend même. Ça, c'est Eve, je crois. Ouais. Tout le monde me connaît ici, ou presque. Parce que j'ai souvent affaire à aller faire l'entretien de la caméra. Pas de la caméra, mais parfois de la caméra, mais surtout de l'ordinateur qui est relié à la caméra, qui lui plante plus souvent. Ah, parfait. Fait que c'est la clé 87 que j'ai besoin. Ouais. Je sais pas. Oui, c'est ça, d'habitude que j'écris, oui. Ça tourne d'ordinateur. Oui, À partir d'ordinateur. Ouais, c'est Ah, ça. on le voit tout le temps, mais là, vu que Ben, il s'occupe pas mal de. C'est sûr que moi, je suis allée même jusque dans le dôme, mais tu veux aller dans le dôme? Ben, je pense que c'est toi la plus expérimentée, je pense. C'est pas sûr, là. Je pense que oui, hein, j'ai vraiment tout visité.
Moi, c'est Michel. Là, on s'en va dans la tour pour le tournage. OK, merci. Il faut qu'il nous envoie l'ascenseur, parce que pas n'importe qui peut être sur le bouton pour faire venir Là, l'ascenseur. j'espère qu'il a pensé à me l'ouvrir. Ouais. Ah, je pense qu'il n'a pas pensé. Ah, des fois, ouais. Ah non. Ah, il a pensé. C'est bon. Oui, c'est ça. Puis finalement, on n'avait pas réussi à la capturer, mais c'était quand même quelque chose d'être dans le don. C'est beau, c'est tout en bois, l'intérieur. À gauche, ouais. Celle-là. Ouais. Moi, j'ai le master. Oups. Ouais, je sais pas où c'est. Une tarte. Voilà. Elle est barrée. Parfait. Ça, c'est une pâte de goéland, je dirais. Ouais, ça, c'est une pâte de goéland. Regarde, on voit Ben oui. le palmier. Ouais. Je sais que avant, dans le temps, là, il y avait des pigeons. Depuis qu'il y a des faucons, là, t'en as plus. C'était plein. Là. Ouais, ben Les ça. là, il y avait un pigeon, là, il s'est fait snapper en haut. T'as vu le pigeon descendre au wall d'honneur dans la cour. Ben, ça réglait le problème, hein. Eh Moi, ouais, eh ouais. dans le temps que j'avais installé le nichoir, justement, les personnes des immeubles ils étaient vraiment pour l'installation du nichoir Ouais, parce que ouais. pour eux, ça règle Ouais. pas besoin d'installer de Tu mangeais trucs dehors, pour. là, il y avait des mouettes tournées autour des patates. N'importe quoi tu mangeais, là, il n'y a plus de Il y en a problème, tu plus. peux manger dehors. C'est ça, nous, par rapport au nichoir, on était juste sur cette face-là. OK, ouais, OK. Ouais. Donc, c'est ça, il y a un des deux câbles, c'est le câble réseau qui est relié directement à la caméra. Puis la caméra, c'est une caméra IP, donc c'est ça, il y a un câble réseau qui va direct à la caméra. Puis l'autre câble, c'est le son. Puis le son, il passe du nichoir directement vers l'ordinateur ici. Donc ici, l'ordinateur, dans le fond, c'est le mixeur. Donc l'ordinateur prend l'image et le son et diffuse ça en direct sur YouTube. 24 heures sur 24. Donc, en ce moment, c'est la période des accouplements à l'université. Puis ici, on voit sur une vidéo, en fait, on voit rien, mais on entendait l'accouplement. Mais sauf qu'il y a d'autres périodes où est-ce qu'on a été plus chanceux et on avait la caméra bien placée pour capter l'accouplement. On est vraiment en plein cœur de leur intimité. Puis on se sent un peu voyeur en même temps. Mais bon, c'est l'avantage d'avoir les caméras qu'on peut justement déplacer et puis zoomer. Je dirais la première fois que j'ai observé les accouplements, ça m'a rendue très, très heureuse parce que ça confirmait pour moi qu'il allait probablement nicher dans mon nichoir que je leur avais installé. Donc ça, c'était un moment assez spécial. Maintenant, bon, on en voit plusieurs fois par jour. Mais à chaque fois, on se sent un peu de la même façon. Dans le fond, c'est un peu voyeur que de les voir d'aussi près. Puis c'est bien, dans le fond, qu'eux savent pas qu'on les observe d'aussi proche. C'est Raphaël Impina, je suis étudiant en cycle secondaire en communication à l'Université de Montréal. Il y a de ça 4 ans, je me suis mis à suivre le groupe Facebook des faucons de l'UDM. Et suite à ça, il y a un ami de McGill qui m'a contacté pour participer au vote des prénoms des faucons. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir participer à cette forme de vie sur le campus. Donc il y a eu un tour de vote avec plusieurs choix.
Moi, j'avais choisi les prénoms Mistral, Nordé et Zéphyr, qui sont tous des prénoms de vent. Et avec 27%, on allait en finale au niveau des noms. Puis même maintenant, quand je revois la vidéo de la naissance en direct, je trouve ça fou de me dire que au moment où ils sont nés, ils n'avaient pas de prénom, pas d'identité. Et c'est des étudiants de l'université, là où ils sont nés, qui ont pu participer à tout ça. Direct de la naissance du quatrième œuf, une vidéo qu'on peut encore partager, tout ça, et je trouve ça super intéressant que la technologie permette de fixer dans le temps des moments comme ça, qui sont encore revisionnables. Maintenant que je revois ça, je sais que c'est Zéphyr, et je trouve ça très, très émouvant. Ouais, ici, c'est magnifique la vue. En fait, cette pièce-ci, on s'en sert pour le bagage. Donc, quand vient le temps de baguer les jeunes, on les descend. Puis, c'est ici, on a plus d'espace que directement au 23e, mais en même temps, c'est assez proche, donc pas besoin de les traîner sur une grande distance, dans le fond. On les dérange le moins longtemps possible. Puis, on les amène ici au bagage, puis c'est ça. On les bague, on les pèse pour voir mâle, femelle. On regarde aussi s'ils sont en santé. C'est la pièce du bagage. Il y a deux types de bagues. Il y a la bague standard avec un numéro qui est unique en Amérique du Nord. Donc, si jamais l'oiseau est retrouvé, les gens peuvent contacter un numéro de téléphone ou un site Internet. Et le bagueur reçoit une information par Internet de Washington, dire que l'oiseau a été trouvé à tel endroit. Et il y a aussi des bagues de couleur qui permettent finalement l'identification de l'oiseau à distance. Donc, si l'oiseau est en vie et est à distance avec des jumelles, un télescope, on peut voir la couleur de la bague, le code alphanumérique qui permet vraiment d'être sûr de bien identifier notre oiseau. Alors que cette bague-là, il faut pratiquement avoir l'oiseau entre les mains pour l'identifier. Tout ça nous permet de savoir la durée de vie d'un oiseau dans la nature, les déplacements qu'il peut faire. Nous, en réhabilitation, on a eu des records d'oiseaux qui ont été retrouvés 11 ans après leur bagage et leur remise en liberté. Donc, ça nous permet de savoir que les oiseaux ont survécu là, au processus. Pour nous, dans notre cas aussi, c'est un peu... on aime ça savoir ce qui arrive avec nos jeunes bébés. Donc, ça, c'est intéressant aussi de savoir, supposons qu'un jeune est baqué ici, qui est repéré, disons, à 1000 km d'ici, justement, essayer de déterminer ça va être quoi leur pattern de migration ou essayer de déterminer vers quel endroit ils se dirigent. Ça peut servir pour certaines études importantes. Spirit, c'est un faucon pèlerin, donc une espèce étendard dans la conservation des espèces menacées. Et c'est en Ohio, en 2004, qu'elle avait été baguée. Et puis en 2009, elle a commencé à être observée à Montréal. Et puis
On lui a donné un petit nom, puis il y a eu la reproduction qui a été suivie par des caméras à Tours, à l'Université de Montréal, tout ça. Fait que c'est un beau programme de suivi, de sensibilisation. Et finalement, cet oiseau-là a été vu sur une vidéo, à un moment donné, se battre avec un autre oiseau de proie. Ça fait partie de la nature. Il peut y avoir des combats quand même assez importants, agressifs. Et Spirit a eu une bonne prise de bec avec un autre faucon pèlerin qui a duré là, tout près de 35 minutes. Puis on peut voir, là, ils se sont pris là, serre à serre et ils se sont même donné des coups de bec. Là. À un moment donné, on a une prise de bec à proprement parler, où les oiseaux se sont infligés des blessures. Si on regarde celle-ci, on voit vraiment des morceaux. Il y a même du sang ici qu'on voit là. Donc ça, c'est en avril qu'il y aurait eu une altercation comme ça. Et puis, les oiseaux étaient pris ensemble et ont fait une chute quand même assez très haut. Ils sont tombés sur un autre toit et ensuite se sont envolés. Mais grâce aux bagues, Spirit a été revue. Puis en début juillet 2017, elle a été trouvée par un camionneur qui a vu l'oiseau tout simplement là, dans un espace vacant à Montréal et nous a contactés. On a dépêché un bénévole qui est allé capturer l'oiseau, nous l'a apporté. On peut aussi là, être sûr d'identifier l'oiseau là, par les bagues. Là. On voit bien ces deux bagues, les bagues de couleur là, qui permettaient de reconnaître là, cet oiseau-là. À la clinique des oiseaux de proie de la faculté d'université vétérinaire, on a fait l'examen de l'oiseau complet. Il y avait des plaies multiples, une inflammation au coude, une arthrite au niveau du coude. Puis on a pris une radiographie. Les oiseaux vont souvent avoir une radiographie pour évaluer les fractures qu'on pourrait manquer à l'examen physique. Elle avait une fracture du bassin. Et de façon anecdotique, on a trouvé que l'oiseau, dans une autre mauvaise partie de sa vie, elle aurait été tirée au fusil par une carabine à plomb, donc ce qu'on appelle un plomb parachute. Mais ce n'était pas un problème aigu, il n'y avait pas de plaie de pénétration du plomb là, dans les muscles de l'oiseau. Et Spirit est passé par ici. Donc ça, c'est les cages d'hospitalisation. L'oiseau reçoit des soins pour sa première partie de sa convalescence. Au fur et à mesure que l'oiseau prend des forces, on peut lui attribuer des plus grands espaces. Là, mais Spirit était dans une de ces cages ici, là, dans les premiers jours de son hospitalisation. Spirit, lorsqu'elle elle a récupéré, là, elle était assez en forme pour se déplacer et même faire des petits vols. Elle est dans cette volière-là ici. Puis, une fois qu'elle a bien récupéré, que tout était contrôlé au niveau de ses infections, de ses blessures, elle a été transférée dans les volières à Saint-Jude, à Chouette-Avoir. Donc, on voit ici dans la grande volière, là, qui est quand même assez grande, là, de 100 pieds de long par 30 pieds de large, que Spirit arrivait à aller dans une direction et retourner, faire volte-face et revenir se percher. Donc, elle a récupéré complètement son vol avec les soins qu'on a faits. Donc ici, on voit la maman qui s'apprête à nourrir ses jeunes. Les faucons pèlerins mangent en général seulement des oiseaux, puis en particulier beaucoup de pigeons. Dans les années 70, le faucon pèlerin était pratiquement éteint. Il n'y avait plus aucun faucon pèlerin en Amérique du Nord. Et puis, les scientifiques ont découvert la cause. C'était le fameux DDT, qui est un pesticide utilisé dans l'agriculture. Et puis ça causait l'amincissement de la coquille des œufs des faucons pèlerins. Puis c'est ça qui a causé vraiment l'extinction de l'espèce. Puis il a été réintroduit par la suite. Mais ça démontre très bien que les oiseaux de proie en général, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Donc c'est eux qui sont les premiers affectés par quelque chose comme ça. Par exemple, le DDT qui les affectait et puis qui ont causé leur extinction. Et puis dans le fond, c'est très important de les étudier parce que ça aurait affecté les humains au bout de la ligne, parce que nous aussi, on est au sommet de l'alimentation. Donc, eux, ils ont pris le pouls, disons, d'un problème biologique qui aurait pu éventuellement nous affecter. C'est vraiment les premiers qui vont être affectés. Donc,
c'est très important d'étudier les oiseaux de proie. Et puis, le fait d'avoir les caméras ici, ça nous donne une très bonne indication, justement, s'il y a un problème, si on voit des oisillons qui ont une maladie ou n'importe quoi qui peut arriver. Dans le fond, on est aux premières loges pour observer ça le plus tôt possible puis agir si besoin est.